Ok, c'est parti pour un nouveau design. Cette fois, c'est l'espace All Mill de Jean-Martin Fortier. Alors, on voit là sur l'écran, il y a déjà le restaurant, les planches de maraîchage. Et puis, ce qu'on a rajouté, il y a une forêt nourricière, il y a un espace pour les plantes truffières. Et puis, un peu plus loin, là, je vais te montrer aussi l'espace de réception. Donc, tu vois, ici, avec la classe. Forêt nourricière, les arbres fruitiers, les arbustes, cassis, gadelle, cabrise, et tout un tas d'herbacées avec des mellifères, des comestibles aussi pour le restaurant. Et ici un espace de saule, on fait des belles structures de saule pour les truffes. Et puis si on continue un petit peu, ouais, on peut rajouter quelques framboisiers, des murs qui manquaient à l'écosystème. Puis un espace de réception ici où les gens peuvent venir manger un petit bout, se promener, se poser. On peut faire des réceptions pour les mariages, pour d'autres choses. Avec un coin feu qui peut devenir aussi un endroit où on peut mettre les gens. La prairie fleurie, les tables de pique-nique, tout ça proche du restaurant. Comme ça, les clients ils peuvent venir se promener. Ils peuvent aller voir aussi les planches maraîchères. Et en allant voir les planches maraîchères, ils peuvent venir explorer toute la forêt nourricière qui a un aspect éducatif avec des panneaux qui t'expliquent un petit peu qu'est-ce qui pousse là, à quoi ça sert, comment tu peux le manger, un espace de classe aussi justement pour faire des ateliers et des événements. Ok, alors ça c'était juste pour la démo, maintenant je te parle un petit peu des observations. Moi quand je suis arrivé sur le terrain, c'est un projet aussi que j'ai fait avec les agronomes d'Adapter. Ok, donc voici le terrain, là c'est quand on est venu avec les drones, on a photo avec le drone, donc on voit tout de haut et quand même assez bien en détail. Ça, c'est l'espace qui existe déjà avec les planches maraîchères. Nous, on avait toute cette zone-là à travailler pour faire une forêt nourricière, un espace pour les truffes. Et puis voilà, ici, tout l'espace de réception qui est assez ouvert, où il n'y a rien de particulier. Il y a bien coin feu, il y a quelques tables de pique-nique, quelques grands arbres ici, et puis c'est tout. Donc on est venu voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer tout ça. Allez, je te parle un petit peu du soleil. Au niveau du soleil, on est vraiment bien. Comme tu peux voir ici, en plein sud, il y a un peu d'ombre ici formée par les arbres, mais c'est pas grave parce que du coup, moi, j'en fais un sentier. Ce qui fait que dans le sentier, il y aura un peu d'ombre. C'est pas du tout un problème. Pour tout le reste, on va être au soleil. L'arbre fruitier qui tolère un tout petit peu plus d'ombre, c'est le prunier. Donc mes pruniers, naturellement, moi, je les mets ici. Même si je pense pas du tout que ça posera un problème au niveau de l'ensoleillement. Ici, sur la partie de réception, tu vois, tu as des grands arbres, donc on a une zone d'ombre ici un petit peu, mais après tout le reste, là, c'est cool. On a des espaces qui sont bien ensoleillés. Et puis en plus, tu vois, on a un fer à cheval qui va vraiment capter toute la chaleur. Donc tu vois, les arbres ici, la journée, ils accumulent toute la chaleur et puis après ils vont la restituer plus tard en fin de journée quand ça se rafraîchit un petit peu. Donc on a des zones où il va faire toujours bien chaud ici, c'est super. Au niveau du vent, le vent n'était pas un enjeu, comme tu vois, on est entouré d'arbres un petit peu partout, donc pour ça c'est bon éventuellement. C'est vrai qu'avec ici les planches qui sont assez plates, il pourrait y avoir un petit peu de vent, rien de bien gênant. Ça veut dire que moi ici au moment de faire la forêt nourricière, je pense déjà, ok, est-ce qu'on peut pas mettre une barrière, quelque chose, pas un truc qui doit être très grand nécessairement, mais juste quelque chose qui va venir freiner un petit peu le vent. Donc dès qu'on, moi, je pense barrière aussi, je pense que quelle grimpante on peut mettre dessus, est-ce qu'on met de la vigne, est-ce qu'on met des kiwis, plein de possibilités. Je peux te parler un petit peu du sol aussi. Nous on a creusé, on a fait quelques trous ici, mais ce qu'on savait aussi c'est que c'était de la terre de remblai. Terre de remblai, ça veut dire que c'est un peu de la terre surprise, on ne sait pas trop ce qui a été mis dedans. Là on a creusé, ça allait, mais on a vu qu'au moment de la plantation, quand on a fait les trous pour les arbres, on a retrouvé ici dans cette zone-là beaucoup de pierres, donc c'était vraiment compliqué de creuser. Heureusement qu'on avait la machine. Mais un arbre planté là-dedans n'aurait pas du tout été heureux, donc c'est très bien qu'on ait pu faire un trou assez large pour remettre plus de terre pour que les racines puissent se développer. Et pareil de ce côté-ci, on a vu aussi ici, juste vraiment un petit peu dans cette zone-là, qu'il y avait, on le voit d'ailleurs un petit peu, voilà, il y a pas mal de roches aussi en surface, donc pour le saule ici qu'on voulait mettre pour les truffes, c'est un peu plus compliqué. Heureusement, c'est du saule. Le saule, ça pousse assez facilement, même si c'est dans un mauvais sol dans lequel il n'y a pas beaucoup d'espace pour les racines. Il y a moyen de faire quelque chose quand même. Donc voilà ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont planté un peu en surface, ils ont fait des buttes de terre, ils ont planté le saule dedans, et le saule naturellement va aller faire ses racines, il va trouver les endroits où il pourra rentrer, même s'il manque de place. C'est une plante assez résiliente le saule. Sinon, pas vu d'autres gros problèmes
pour les autres arbres. Maintenant, ce que je peux dire aussi du sol, c'est que c'est un sol qui est très pauvre. Il y avait une pelouse ici, elle était coupée régulièrement, ce qui fait que si tu as quelques centimètres de plantes, ben, tu vas avoir seulement quelques centimètres de racines aussi. Et on le voyait aussi quand on creuse, c'est que sur les 2-3 premiers centimètres, avec quelques racines, tu avais un petit peu de vie. Vraiment un tout petit peu. Après, tout le reste, c'était très compacté. Dans un monde idéal, il aurait fallu mettre des bâches pendant l'été pour faucher, tu mets des bâches, comme ça après tu as un sol qui est un peu plus meuble et dedans tu viens semer un engrais qui va venir décompacter ton sol à base de légumineuses et puis d'autres choses. Je rentre pas dans le détail là-dedans, mais ça aurait été l'idéal. On manquait de temps, donc on l'a pas fait. Donc on a fait la racine, la méthode de base qui consiste à mettre des cartons pour occulter. Enfin, on fauche un coup, tu mets des cartons, tu humidifies ton carton pour qu'il épouse bien la forme. Tu mets par-dessus du compost et puis une grosse couche de paillis. Moi, le paillis, j'aime bien en mettre beaucoup. Le 4-5 cm, c'est un minimum, mais surtout dans un exemple comme celui-ci, on n'a pas pu désherber. On n'a pas mis des bâches pour éviter pour tuer toute l'herbe en surface. Ça vaut la peine d'en mettre un petit peu plus. Pourquoi pas un 10 cm de BRF ou un truc comme ça. Ce qu'on avait à disposition, les ressources, c'était des copeaux de bois, ça on l'avait. Et puis un compost aussi. C'est des copeaux de bois mélangés avec la fiente de canard. Donc ça, c'était bon aussi. Et puis je pense que de toute façon, Jean-Martin avait commandé du compost. Au niveau de l'eau, c'est pas un enjeu, c'est un terrain qui est totalement plat. On n'a pas vu qu'il y avait des zones où l'eau s'accumulait, en tout cas rien qui soit problématique. On n'a pas une pente par exemple où l'eau pourrait s'écouler et puis finir dans la vallée. C'est pas du tout le cas. C'est juste qu'on a un sol qui est très compacté, donc qui draine pas du tout, mais c'est quelque chose qui va être changé naturellement avec le temps, en mettant les copeaux de bois, en mettant des plantes, avec la racine qui va venir décompacter le sol, les champignons. Tout ça avec le temps, petit à petit, ça va se décompacter, ça va drainer de plus en plus. Par contre, combien de temps ça prend? Ça va prendre des années, parce qu'il faut déjà attendre 2 ans et demi, 3 ans pour que les vers de terre reviennent, s'installent, commencent à creuser des galeries. Donc c'est à partir de 3 ans que tu vas, 2 ans et demi, 3 ans que tu vas commencer à avoir des bons changements au niveau du drainage et au niveau de la porosité de ton sol aussi. Tu vas voir que il va faire comme des granules un petit peu, et puis si tu enfonces ton doigt, tu pourras l'enfoncer. Là, aujourd'hui, enfoncer ton doigt, ça marche pas. C'est dur. Il se passe rien, tu as un sol qui est juste totalement compacté. Donc c'est un truc qu'on va améliorer avec le temps, pas besoin de passer une machine ou un truc comme ça. Comme je te disais, l'idéal ça aurait été de mettre une bâche 2-3 mois minimum pendant l'été, là où ça tape bien. De nouveau les bâches, tu prends des bâches qui aèrent bien, comme ça l'eau peut passer, l'oxygène peut passer, mais le soleil ne passe pas. Voilà. Donc ce qui fait que ça tue en surface toute la matière organique qui va être décomposée par la vie du sol, qui va aimer ça. Et puis même sous tes bâches, balance quelques copeaux de bois, remets un peu plus de matière organique parce que il va y avoir une bonne activité. Tu vois, toute l'herbe, c'est plutôt azoté, ça manque un peu de carbone, donc si tu mets quelques copeaux en plus, c'est le carbone que la vie du sol aime bien, les champignons, les vers de terre, donc tu balances tout ça, les champignons se développent, arrivent après les vers de terre, et puis ils prennent l'azote de toute la verdure qui est là, qui se décompose aussi. Et puis ça booste la vie du sol, qui est exactement ce qu'on veut. On veut de la vie du sol, c'est ça qui fait la fertilité, c'est ça qui fait un beau sol, qui va structurer, après aérer. T'as déjà dû voir, le sol qui est structuré, dans lequel il y a la vie du sol, t'as des petits trous, t'as des galeries, et c'est un sol qui se tient, il colle, voilà, avec la glomaline. Au niveau du dénivelé, rien à redire, c'est tout plat. L'accessibilité, tu vois le parking, il est là. Ici, c'est le restaurant, donc la plupart des gens sont ici. Pour aller à la forêt nourricière, ils vont traverser ici, sur ce sentier principal, au milieu des planches maraîchères, et ils vont arriver ici. Donc naturellement, l'entrée principale pour la forêt nourricière, on l'a fait ici. On peut faire une sortie ici, donc on peut faire une petite boucle, sympa, c'est un peu l'idée, on les fait sortir ici. Ici, il y a tout un espace qui n'est pas utilisé, donc moi j'aimais bien l'idée aussi de mettre une sortie dans cette direction-là pour que les gens aussi puissent venir voir ici, et dans cette zone-là, et dans tous les cas, retourne vers tout cet espace ici, où ils peuvent venir se promener aussi, il y a des choses à faire, si y a une réception, il y aura du monde ici. Et j'aime bien l'idée de faire une boucle en fait, voilà. On passe par le restaurant, on passe par l'aire de réception, on peut passer ici derrière les plates-bandes, voir quelque chose, voir un peu ce qu'on va mettre. Moi j'ai mis des petits fruits, on a mis une table de pique-nique, arriver dans la zone de forêt nourricière, repartir dans un sens, dans l'autre, les deux fonctionnent.
Les vues à préserver, justement, on voulait pas cacher, on voulait éviter de mettre une grosse haie brise-vent. De toute façon, le vent n'était pas un enjeu, mais on voulait éviter de mettre des choses trop grosses. Au contraire, on voulait attirer l'attention. On veut que les gens qui se promènent ici se disent ah, bah tiens, il y a un truc là-bas, ça a l'air chouette, que ça peut être. Moi, j'aime bien mettre des pergolas pour ça. Dès que tu mets une arche, c'est invitant, tu dis, oh, il y a un truc là-bas, ça a l'air chouette, tu peux mettre un panneau, tu peux mettre une explication, au loin, tu me dis, forêt nourricière, parc, machin, puis les gens au loin, ils voient ça, ils disent, ah, bah, on va aller voir. Et puis tu vois déjà les arbres fruitiers, parce que justement, moi je voulais juste mettre une clôture pour regarder la vue. Tu sais, on s'était dit, une petite clôture qui va peut-être bloquer le vent au niveau des herbacées, c'est super, elle bloque pas la vue, ce qui fait que tu peux voir les arbres fruitiers, mais elle te vend pas tout non plus, tu vois juste qu'il y a un truc, ça a l'air intéressant, tu vas voir, et puis tu rentres dedans. Voilà, au niveau des contraintes, comme je te disais, c'est juste que le sol, on ne sait pas très bien ce qu'il y avait dedans. On l'a vu au moment de la plantation, vraiment. Nous, quand on a creusé, on n'a pas vu grand-chose parce qu'on a dû creuser à des endroits où il n'y avait pas beaucoup de pierres, pas beaucoup de remblais. Mais voilà, on a vu après qu'il y avait des endroits qui étaient plus compliqués. Pour ça, la machine, ça vaut vraiment la peine. Comme ça, on fait un beau trou et on donne toutes les chances à l'arbre. Oh yeah! Donc ça, c'était pour les observations, le design. Comme je t'ai dit, on n'avait pas le temps. C'était une plantation assez rapide. De mettre bâche avec engrais vert. Donc on l'a fait à l'ancienne, on fait le trou, on met des cartons partout, on met une couche de compost, on met une grosse couche de BRF, du coup au moins 10 cm pour éviter au max des adventices. Probablement que il va y en avoir quand même, parce que voilà, juste le carton et un 10 cm, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Le mieux, c'est quand même vraiment d'essayer de faire mourir toutes les matières organiques en surface avec le bâchage. Bon, bref, on l'a pas fait. Donc, comme je te disais, tu viens depuis cet espace ici. Je vais commencer par la forêt nourricière, ok? Après, on verra l'espace de réception. Tu vois au loin, il y a une barrière, il y a les arches, il y a quelque chose. On pourrait, comme je te disais, mettre aussi des panneaux qui te disent bienvenue dans la forêt nourricière. Puis tu vois qu'il y a quelque chose en tout cas. Hein, tu dis ok. Donc, et puis c'est invitant. Tu rentres ici, tu arrives exactement à l'endroit où il faut. Il y a un besoin qui était très important aussi, c'était le besoin d'éducation. Donc, les gens qui se promènent comprennent pourquoi est-ce qu'on a fait ça, pourquoi est-ce qu'on fait un aménagement comme ça, pourquoi on ne fait pas des rangées, et ici qu'est-ce qu'on peut trouver, voilà, tu as des poiriers asiatiques et ça va mettre les plantes aromatiques. Pourquoi les plantes aromatiques et pas de tout? Là c'est un besoin de facilité, un besoin d'efficacité. Regarde, typiquement on a envie que les personnes, les cuistots ou les maraîchers qui viennent chercher des herbes aromatiques ici pour la cuisine, elles viennent, elles rentrent, elles font juste ce tour là et puis ils ressortent, elles repartent. C'est aussi simple que ça. Elles n'ont pas besoin d'aller chercher une plante par-ci, une plante par là-bas. On a évité de mettre une plante ici avec en même temps une plante là-bas qui est, je sais pas, qui est en fleurs ou bien qui est prête au même moment de l'année. Non, on va essayer de concentrer les aromatiques ici, comme ça c'est hyper simple. Ils rentrent avec un panier, ils le remplissent avec tout ce qu'ils ont besoin, ils le remplissent, hop, et puis ils ressortent. Hop, et ils vont mettre ça à la table directement, c'est frais, c'est parfait. Voilà, donc il y a toujours une espèce de... On joue un peu avec la diversité, mais aussi l'efficacité. Si tu es chez toi, tu pourrais tout à fait avoir des guildes, donc des aménagements sous des arbres fruitiers où tu as tes comestibles, mais tu as aussi des mellifères, où tu as des fixatrices d'azote, tu as des plantes d'ombre, tu vas avoir des plantes répulsives, etc. etc. Tout un peu mélangé, et puis avec des fleurs qui vont produire en mai, d'autres qui vont produire en juillet, et c'est ok. Voilà, c'est un peu toi qui vois comment tu vas agencer tout ça. Mais comme on avait des besoins d'efficacité, on a essayé de rassembler, en tout cas, les plantes comestibles ici. Je te montre un petit peu en vue d'ensemble. Le but, c'est de se promener, que ce soit assez sinueux, pas trop dense non plus. Donc tu vois, on a laissé des grands espaces. On voulait éviter de densifier, d'avoir des petits sentiers de 2 mètres. On voulait que ce soit assez large, que les gens tout simplement puissent se promener, se poser, qu'il puisse y avoir des plus gros groupes. Voilà, tu vois bien que vu la place qu'on a, on aurait pu mettre beaucoup plus d'arbres fruitiers que ça. Mais voilà, ça c'était une demande qu'on avait, qui était de laisser aérer le plus possible. Ensuite, on a mis des thèmes aussi. Par exemple, les pruniers, on aurait pu, un peu comme pour le principe que je viens d'expliquer pour les plantes. Donc, pour les arbres fruitiers, on a fait une logique qui était un petit peu similaire à ce que je viens de t'expliquer là sur les plantes comestibles. C'est-à-dire que les pruniers, on a essayé de les rassembler, les cerisiers, on a essayé de les rassembler, pareil pour les abricotiers. Maintenant, rassembler, ça ne veut pas dire coller, ok? Ça veut dire que, par exemple, on a un prunier, on a un poirier, on a un pommier, on a un prunier. Et par contre, c'est quand même la zone où on met les pruniers, tu vois, il y a du prunier ici encore, il y a du chum.
Ça fait des fruits au même moment. Les pruniers, voilà, on va essayer de trouver des pruniers plutôt tardifs pour qu'ils fassent des fruits vers août, mettons. Et des pommiers plus hâtifs et des poiriers plus hâtifs pour qu'ils produisent en même temps. Ça, ce serait l'idéal. Comme ça, dans cette zone-là, tu viens et puis voilà, on va dire ici, c'est une zone plutôt août. Ok. Et ici, voilà, c'est la zone où on a plutôt mis des poiriers asiatiques. C'était le thème qu'on voulait mettre. Les poiriers asiatiques, ils ne sont pas tous asiatiques. Mais il y en a plusieurs comme ça. Il y a des chums, il y a des poiriers. De nouveau, tu vois, on essaie de jamais mettre deux arbres de la même famille côte à côte. Donc d'un poirier, pommier, chum. Tu vois, ça c'est trois familles différentes. On a les poiriers, les pommiers, et puis on a les prunus. Dans les prunus, on a les pruniers, bien sûr, on a les chums, on a les cerisiers, on a les abricotiers. Donc on évite de mettre ceux-là ensemble, côte à côte. Pourquoi? Parce que ils partagent les mêmes maladies. Et on aimerait bien que s'il y en a un qui est malade, à côté il y a un pommier qui va dire non, t'es maladie, moi ça me fait rien, merci. C'est un peu l'idée. Et de garder toujours un petit peu d'efficacité, comme je disais. Alright, donc qu'est-ce qu'on s'est dit aussi? On s'est dit qu'ici on mettrait les camérisés. Voilà, il y en avait 14, on les met tous côte à côte, on les met ensemble pour éviter toujours la même chose, éviter d'avoir des camérisés un peu partout. Comme ça, c'est le moment, quand c'est le moment de cueillir les camérises, elles sont au même endroit, c'est plus facile, on gagne en temps, en efficacité. Voilà, ici c'est des îlots sur les plantes mellifères. Ça veut dire que mellifères, c'est les fleurs. Donc on va attirer tous les butineurs. C'est un îlot central, ce qui veut dire qu'ici on va ramener un maximum de biodiversité pour que ça bénéficie à tout l'écosystème. Plusieurs manières de faire ici. On peut soit mélanger plein de fleurs qui vont faire des fleurs entre mai jusqu'à septembre à peu près. Ou bien on peut dire, tiens, cette guilde-ci, on va dire que c'est les plantes de mai-juin. Ici, ça va être plutôt juillet-août. Et puis après, septembre, ouais, parce qu'octobre, il y en a, mais c'est un peu limite. On a pu le faire comme ça. Si par exemple, pour un souci de production, on vient ici, ok, on a en juin, juillet, c'est ici qu'il y a toutes nos fleurs, mais ici le but c'était pas tant d'avoir une production de fleurs pour les cueillir, c'était plutôt de faire la diversité. Donc hop, on peut tout mélanger, c'est facile. Et dans tous les cas, des fleurs, on peut quand même en mettre un petit peu partout. C'est juste qu'ici, on voulait vraiment concentrer l'aspect biodiversité avec les fleurs et les butineurs. Ici, c'est le côté plutôt des cerisiers. Alors, dans les cerisiers, on a des cerisiers séminins, comme tu vois ici. Mais aussi, on a les arbustes, les petits arbustes, les SK. Eux, ils sont pas si gros. Ils font faire un 2 mètres à peu près. Donc, on peut tout à fait les mettre entre deux arbres. C'est arbustif. Donc, c'est le coin des cerisiers. Et puis, si en dessous, on va mettre le coin des abricotiers. Et donc, si là-bas, on avait les camerises, de ce côté-là, voilà, qu'est-ce qui manque et qui est sympa dans les écosystèmes, c'est d'avoir des groseilles. Je pense qu'ici, on a les gadelles, et on aurait pu rajouter des cassis aussi, si c'est quelque chose qu'on trouve intéressant. Si on avait envie de faire du jus, des glaces avec le cassis, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je peux te parler aussi de cet îlot. Ça, l'îlot, c'est l'îlot que j'ai vu. C'est une classe en extérieur en fait que j'ai bossé à l'université Laval sur un projet de forêt nourricière et eux ils avaient accès à ce modèle de classe en extérieur. Et je le trouvais super parce qu'il y avait tout ce qu'il faut pour donner des cours. Donc j'ai repris le modèle et je l'ai mis ici et puis je donnais toutes les informations à Jean-Martin. Comme ça lui aussi il pourra mettre une classe, même modèle qu'à l'université Laval. Je me dis qu'ils savent ce qu'ils font, donc quand il s'agit de faire des classes, ça fait du sens. On peut rajouter tout à fait des pergolas aussi pour aller mettre des grimpantes, pour gagner en intimité, se protéger un petit peu du vent, même si là il n'y en a plus beaucoup. Mais ne fût-ce que l'intimité, et puis juste le plaisir d'être au milieu de vignes, de raisins ou de kiwis. C'est quelque chose qui manquait un petit peu. On a bien les barrières ici sur lesquelles on pourra mettre de la grimpante, que ce soit de la ronce, des kiwis, plutôt kiwis, pas vigne, parce qu'on va manquer un peu de soleil. Et donc je voulais rajouter d'autres espaces sur lesquels on peut mettre de la vigne. Ici par exemple c'est parfait. Ouais. Alors bien sûr on peut rajouter des petits bancs, on peut rajouter des tables en extérieur pour le plaisir des gens tout simplement. Ils viennent, puis ils se posent, ils peuvent. On peut donner des cours. Voilà, ici il y a les cassissiers avec la suite des pruniers. Ici c'est l'espace, ça se voit peut-être pas tant, mais c'est un espace avec des saules où tu peux faire des structures de saules. Ça c'est un des gros avantages avec le saule. Ils poussent vite et tu peux les tresser ensemble pour faire des structures. Si tu regardes sur internet, tu tapes structure de saule et tu vas avoir plein d'idées. Tu peux faire des barrières, tu peux faire des tunnels. Et donc ça aussi, ça peut être très intéressant si tu as des visiteurs parce que ça attire l'attention, c'est beau.
Et puis j'aime bien aussi toujours avoir un stock, une réserve de saule, parce que le saule, ça a une hormone de croissance. Tous les 3 ans, tu peux les faucher à ras, ils vont reprendre. Parce qu'en 3 ans, il aura sa taille mature, donc il va arriver à 5-6 mètres, un truc comme ça. Et puis tu peux en faire du broyat, du BRF. Et puis comme il a une hormone de croissance, si tu en fais des copeaux de bois que tu vas les déposer sur l'écosystème, et bien cette hormone de croissance, elle va aller dans le sol et les plantes vont pouvoir en profiter aussi. Et donc tu vas les aider à pousser grâce au saule. Et puis bien sûr, on a mis du saule là parce qu'on veut de la truffe. Et le saule permet le développement de la truffe. Donc ça va être le coin à truffe ici, dans lequel on a aussi des noisetiers. Donc on a du saule qui peut monter à 4, 5, 6 mètres. Et puis les noisetiers qui sont un peu plus petits, qui font 2 mètres et demi, 3 mètres à peu près. Mais on peut tout à fait avoir des arches avec les structures de saule et puis faire quelque chose de très, très sympa ici pour les visiteurs. C'est ça l'idée. Alright. Ensuite, quand tu sors, tu vois, j'ai mis des sentiers en bordure de forêt parce que c'est là qu'il y a un petit peu plus d'ombre. Ici, le matin, il y a de l'ombre. Et en après-midi, il y a de l'ombre ici. Donc, je mets les sentiers naturellement assez larges aussi pour accueillir de la machine qui peut faire facilement tout le tour. Ils peuvent continuer à aller à l'autre bout ou bien ils peuvent venir ici en bas et faire le tour de l'écosystème avec une machine pour tondre ou pour récupérer les récoltes. Ok, on peut mettre sur des tables. Ça, c'était une zone qui n'avait pas tant d'utilité. Donc, comme tu sais, c'est une zone. Il y a le chemin qui est là. Tu vas faire le tour de l'aire de maraîchage. On peut mettre par exemple des framboisiers. En bordure de forêt, moi toujours, j'aime bien mettre des ronces parce que naturellement, c'est ce qui pousse en bordure de forêt. Donc, ça va faire une limite. De toute façon, on va pouvoir tondre. Donc, ça va limiter la propagation de la ronce. La ronce va faire du fruit, la mûre, c'est trop bon. On peut mettre des framboises. Une table de pique-nique aussi, et donc c'est comme une halte au milieu où tu peux vraiment bien observer tout l'écosystème. Si tu vois le restaurant, tu vois les serres, tu vois les planches de maraîchage, la forêt nourricière et l'espace de réception. Donc ça besoin de prendre un petit peu de recul, d'intimité avec tout ce qui se passe par là-bas. Mais hop, tu peux venir par ici et aller dans la forêt nourricière aussi qui est juste après. Ok. Je te parle un petit peu de l'aire de réception. Donc depuis le restaurant, les gens ils sont sur la terrasse. Hop, hop, hop. Voilà. Tu vois au loin la forêt nourricière, les planches maraîchères, le petit potager d'aromates qui est juste là. Et pour l'instant, tout ça, c'est ouvert. Donc il y a une grande aire ici où tu vois, où tu peux aller te promener. Ça manque un petit peu de structure. Il y a juste un coin feu et puis des tables de pique-nique. C'est un bon endroit pour faire des réceptions. Donc voilà, je me suis dit, mais tiens, on va mettre plutôt une arche qui est invitante toujours. Et puis au loin, juste vraiment dans le prolongement, tu vois le feu. Si tu fais une réception pour un mariage, plutôt que du feu, tu peux faire une estrade et tu fais la zone pour le mariage. Et puis devant, tu peux mettre des chaises assez facilement. Je crée un peu d'intimité aussi avec des grands carriers. On met du temps à pousser, mais on peut quand même déjà mettre du noisetier qui va pousser un peu plus vite. On pourrait mettre un peu de saule là-dedans si on voulait vraiment que ça pousse vite et que ça aide. Le saule va aider aussi le noisetier à pousser. C'est de nouveau un coin pour les truffes. Donc on a 2 coins pour les truffes. On a un coin du côté de la forêt nourricière, on peut mettre des truffes. On en a un autre ici avec des carriers, qui est les carriers aussi, qui vont faire des noix que tu peux manger. Ça va mettre un certain temps à pousser, mais voilà, c'est toujours mieux de planter aujourd'hui que demain. Donc voilà, carrier, c'est parti, ça va faire des petits fruits. Dans cette zone-là, ou plutôt simplement un coin feu. Moi j'aime bien toujours aller mettre des pergolas, des structures, des bancs. Derrière chacun de ces bancs, on peut mettre des arbustes. C'est ce qui manquait un petit peu dans tout l'écosystème. Ça manquait d'amélancher, peut-être de sureau. Donc ça peut être un bon endroit pour venir mettre ça. Partout où on met des pergolas, on peut mettre des grimpantes. Et puis ça crée un espace un peu plus cosy, cocoon, qui peut être vraiment très joli pour le coin feu. Et puis comme je disais aussi, si on fait un mariage, si on fait une estrade, si on veut faire un événement, et le mettre un peu en évidence, ça peut être cet endroit-là. Et puis toute cette zone-ci, c'est là où on peut mettre des tables, des bancs pour venir regarder l'événement. Comme avant, il peut toujours y avoir des tables de pique-nique, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire des prairies fleuries. Alors des prairies fleuries, ça peut être un peu compliqué parce que tu dois semer des fleurs, et pour semer des fleurs, il faut un sol à nu. Pour avoir un sol à nu, il faut mettre des bâches pendant 2-3 mois pendant l'été, plein soleil au moins. Vraiment minimum. Et puis après, tu les enlèves, tu peux semer. Ok. Et puis même ce que tu vas semer, ça va peut-être prendre, super, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans grand max. Et puis c'est possible que les plantes spontanées qui sont vraiment adaptées au sol, parce que le sol, il a besoin de plantes spécifiques pour se décompacter et tout ça.
Donc naturellement, dans le sol, il y a déjà des graines, et puis ce sont ces graines-là qui vont sortir de dormance, qui vont germer, et qui vont faire les plantes. Donc naturellement, ta prairie fleurie, elle va tendre à disparaître. Il y a peut-être quelques fleurs, quelques espèces qui vont survivre parce qu'elles sont adaptées au sol à ce moment-là, mais naturellement, ce sont les plantes spontanées qui vont prendre le relais, parce qu'elles sont vraiment adaptées à ce type de sol. Et puis elles vont l'aider à se réparer, à se restructurer, et puis d'ici 2-3 ans, quand le sol aura évolué, c'est d'autres types de plantes qui vont pousser, donc c'est quelque chose de très beau aussi, mais peut-être que ce sera moins en couleur qu'un mélange de fleurs. Et donc tu peux quand même l'essayer. Sinon, la chose toute simple, c'est t'arrêtes de tondre. T'arrêtes de tondre, et les premières années, tu vas avoir beaucoup de pissenlit, puis après 2-3 ans, le pissenlit va laisser la place à autre chose. Voilà, d'autres types de vivaces, peut-être des petits arbustes, donc tu peux tout à fait y aller comme ça, et puis avoir un petit panneau. Si le but c'est d'expliquer pourquoi ce que tu fais en fait, pourquoi tu fais une prairie fleurie, tu peux expliquer ce principe-là, que naturellement la nature elle tend à aller vers la forêt, mais qu'il y a une structure à suivre, il y a une hiérarchie, il y a une suite logique dans les plantes qui vont préparer ton sol toujours plus, toujours plus, toujours plus, et qui vont résoudre tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau de l'érosion, de la compaction, des choses comme ça. Voilà, donc on continue. C'est sûr qu'il y avait déjà la forêt ici en bordure, on peut la laisser, super. Faire d'autres espaces de prairies fleuries. L'avantage aussi des prairies fleuries comme ça, c'est que ça crée un petit peu d'intimité. Donc plutôt que d'avoir une grande prairie avec des tables de pique-nique disséminées, ben, tu peux avoir la même chose, mais entre les tables de pique-nique, tu laisses de la prairie fleurie, tu laisses en tout cas les plantes spontanées pousser, et ça crée une petite intimité. Qui pouvait manquer voilà, dans ce grand espace. Et sans vouloir y mettre non plus des grands arbustes ou des grands arbres, parce qu'il y en a déjà assez. On laisse comme ça, on laisse assez ouvert. Mais pour créer une petite hauteur quand même, on peut laisser simplement les plantes pousser. Il y a un bâtiment aussi qui est construit ici, c'est pour les réceptions, c'est un endroit où on peut venir servir des boissons. Alors le public vient depuis la prairie ici, il y a accès depuis la prairie, et puis tout le personnel, la cuisine elle est juste ici en fait. Donc le personnel il vient pas déranger les gens qui font la réception, il fait le tour tout simplement, et il vient amener les boissons ici. C'est très simple, s'il a besoin d'aller chercher dans la foire nourricière quelque chose ou dans les planches, il vient le chercher, il fait son petit tour, il ramasse tout ce qu'il a besoin de ramasser, et puis quand c'est fini, hop, il ressort ici. Et il arrive juste en face, dans l'espace de réception, il peut venir présenter ce qu'il vient juste d'aller cueillir. Voilà pour le design ici pour l'espace Old Mill de Jean-Martin Fortier. C'est bon, voilà. Donc ça, c'est un plan qui va prendre plusieurs années à se mettre en place, peut-être 3, 4 ans, peut-être 10 ans, ça dépend un petit peu du temps et de l'investissement. Mais voilà, quoi, ça peut ressembler en tout cas dans 15 ans quand les plantes seront matures et vont produire beaucoup. Donc c'est assez chouette, c'est à la fois beau, c'est efficace. Et il y a beaucoup de variété, de diversité, et donc c'est excellent aussi pour montrer à quoi peut ressembler différents types d'écosystèmes. Ici, dans la classe, si il y avait un des thèmes qui était les plantes médicinales, si ce qu'on a envie, c'est faire des ateliers sur les plantes médicinales, et bien ici, autour, on peut venir planter pas mal de plantes médicinales pour que ça fasse du sens pour les cours. Donc voilà, tout est pensé pour que les éléments interagissent les uns avec les autres. Les arbres, ils sont plantés de manière logique pour que ce soit plus facile pour les récolter. Pareil pour les arbustes, pour les herbacées. Avec d'un côté les mellifères, de l'autre côté on va mettre les comestibles pour plus d'efficacité. Et puis dans les guildes qui sont un peu plus éloignés, là on pourrait essayer autre chose. On pourrait simplement faire un mélange de plein de choses différentes, autant des comestibles que des mellifères, que des plantes protectrices qui vont repousser certains ravageurs, que des plantes d'ombre aussi. Et on peut les mélanger avec des choses qui vont produire en début de saison, des choses qui vont produire en fin de saison, au milieu de saison, ou des fleurs qui vont fleurir en début, en fin de saison. Comme ça, on a tout du long, sous les arbres, sous les guildes, quelque chose à voir, à cueillir. Et comme ça, on montre différentes manières de créer des mini-écosystèmes. Voilà. Donc, tu vois que la truffe aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Par contre, la truffe, on l'a mise à part aussi parce qu'elle a besoin d'un sol qui va être un petit peu différent de ce qu'on va créer ici pour les aires fruitiers. C'est vrai que ça aurait été très chouette de pouvoir mélanger les deux. Mais ça reste au niveau du sol, deux écosystèmes un petit peu différents. Donc, c'est pour ça qu'on les sépare, tout simplement.
J'espère que c'est intéressant pour toi, que ça donne des idées aussi pour ton écosystème. Si des questions, n'hésite pas, tu les poses, ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis après, on se retrouve dans d'autres vidéos de design comme ça, où je te parle un petit peu des designs qu'on a fait, autant pour des maraîchers que pour des gens qui veulent faire de l'agrotourisme, que des terres agricoles, que des particuliers, que des villes, que des écoles. On a tout ça et je te parle un petit peu de tout ça, des besoins de chacun et comment est-ce que moi je développe mes designs autour de tout ça. Et c'est chaque fois du sur-mesure, il y en a pas, ça se ressemble pas vraiment. Il y a des idées qui peuvent revenir, mais on va toujours essayer de mettre un truc qui fait du sens pour le type du sol, pour les contraintes, pour les besoins. Et voilà. Prends soin de toi, on se reparle bientôt et oh yeah.